Espace TV, le 22h. Dans l'actualité de ce jour, lutte contre l'insalubrité dans la capitale, le gouvernorat de Conakry vient de rendre son rapport. Une brigade d'hygiène et de salubrité sera bientôt mise en place. Sa mission, verbaliser tous les citoyens qui ne respecteront pas les règles liées à la salubrité. Justice, les audiences criminelles foraines dans la région forestière ont été récemment lancées par le garde des Sceaux à Beila. Pour sa première phase, 2 détenus ont été condamnés de 3 ans à 10 ans avec des amendes à payer. Et puis dans la rubrique Notre angle de ce soir, nous irons à la découverte d'un métier exceptionnel. L'extraction du sel est un ingrédient utilisé dans la plupart des mets que nous dégustons chaque jour. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous ouvrons ce journal avec cette information en bref. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, n'est pas d'accord avec le délai de la transition approuvé par le CNRD au pouvoir depuis le 5 septembre dernier. L'organisation sous-régionale estime que la durée de 3 ans est trop longue. Elle exige un délai plus court que possible. Je vous l'annonçais tout à l'heure, le gouvernorat de la ville de Conakry a rendu public ce mardi son rapport sur les activités menées dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité. Il existe désormais en Guinée une brigade d'hygiène et de salubrité composée de 120 agents formés durant 10 jours. Le lancement de cette brigade d'hygiène et de salubrité a eu lieu ce mardi au gouvernorat de la ville de Conakry. Sa mission, verbaliser tous les citoyens qui ne respecteront pas les règles liées à la salubrité dans la capitale. C'était un reportage signé Justelino Abdoulaye Kamara. À sa prise de fonction, la gouverneure de la ville de Conakry dit avoir engagé des projets de développement comme l'assainissement et le déguerpissement qui restent toujours des sujets d'actualité. Après les premières actions, elle sollicite l'implication des forces de sécurité pour la surveillance des espaces libérés. Certains pensent que la gestion des ordures, des déchets liquides et solides relève seulement de l'État, alors que chacun doit jouer un rôle. L'État a sa part de responsabilité, les foyers ont leur part de responsabilité. Quant à la gestion des eaux usées à Kaloumé, la construction des équipements marchands, les opérations de curage des caniveaux sont en cours, tandis que la réhabilitation du marché Bonfit tend vers sa fin. Celui de Mbalia à Madina sera également rénové, explique la gouverneure. C'est dans cette perspective que nous avons entrepris la construction des latrines et forages publics dans certains endroits afin d'atténuer la souffrance des populations de la capitale. Elle annonce aussi le lancement des travaux de réhabilitation des ronds-points de Conakry dans les prochaines semaines. Pour maintenir Conakry propre, l'implication des mairies n'est pas à ignorer. On a aujourd'hui un règlement par rapport à la répression qui contient plus de 114 articles, dont les pénalités peuvent aller de 50 000 à 200 millions et jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Sur la nouvelle brigade d'hygiène et de salubrité, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation explique que ces agents verbalisateurs peuvent contribuer à rendre Conakry propre s'ils font bien leur travail. Nous encourageons les citoyens de la ville de Conakry à s'abonner à ces PME afin de faciliter le travail, non seulement des mairies, mais aussi des opérateurs que nous avons recrutés dans le cadre de l'assainissement, mais aussi de cette brigade qui va être déployée. Ces agents verbalisateurs sont au nombre de 120 et devront commencer le travail la semaine prochaine. Leur nombre devrait croître graduellement. Secteur halieutique, un atelier de présentation du bilan diagnostic du secteur et orientation stratégique à retenir et à développer a été ouvert ce mardi à Conakry. Pendant 3 jours, les cadres du département de la pêche assistés d'un expert international vont adopter le document cadre de politique de pêche et de l'aquaculture. Il va être rénové pour la programmation 2022-2026. Bernard Koundouno et Ibrahima Souri Souma pour le compte rendu. Arrivé à terme depuis 2020, le document cadre de politique des pêches et de l'aquaculture est en phase de renouvellement au compte de la période 2022-2026 à travers cet atelier qui a ouvert ses portes ce mardi à Conakry. Pendant 3 jours, les cadres du département de la pêche vont travailler sous l'assistance d'un expert international pour son actualisation. C'est la ministre de la Pêche et de l'économie maritime qui a lancé les travaux. Le projet devrait permettre d'améliorer la gouvernance dans le secteur de la pêche.
DOCPA, c'est le document cadre des pêches et de l'aquaculture qui est arrivé à expiration depuis 2020. On a trouvé judicieux de revoir avec l'appui de la Banque mondiale pour repartir de l'existant pour refaire une autre stratégie de la pêche sur une durée de 5 ans encore. Donc d'où vraiment cet atelier qui va définir les stratégies halieutiques de la République de Guinée de 2022 à 2027. La Banque mondiale accompagne le projet avec la mise à disposition d'un expert international pour bâtir une stratégie halieutique à moyen terme. Cet atelier va permettre de choisir les orientations issues des travaux qui devront être développés dans un plan d'action afin de mettre en place un plan stratégique national. La Guinée n'a pas récupéré la moitié de son domaine maritime depuis plus de 40 ans. La zone économique exclusive de la Guinée est amputée de sa moitié et on doit la reconquérir en négociation avec la Sierra Leone, mais en faisant une réclamation à l'international auprès de la CNUDEM et du tribunal de La Haye. Au cours de ces 3 jours, plusieurs sujets seront débattus dans le cadre juridique qui s'applique au secteur de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que la sécurité alimentaire en Guinée. Selon une étude du Programme alimentaire mondial publiée en 2016, 65% des travailleurs pauvres du monde dépendent de l'agriculture pour vivre, facteur de croissance économique. En Guinée, ce secteur peine encore à être boosté malgré les potentialités dont dispose le pays. Les entrepreneurs évoluant dans la transformation agricole se battent à cet effet. Ils veulent l'implication des décideurs pour pouvoir nourrir les 9,7 milliards de personnes que comptera la planète en 2050. Juste Leno, Abdoulaye Kamara pour plus d'explications. Fille des paysans, Dame Rokiatou Kaba est une entrepreneure évoluant dans la transformation agricole depuis 2013, un secteur qu'elle a embrassé grâce à ses parents. Aujourd'hui, Dame Kaba dispose d'une boîte et travaille avec 15 personnes à son compte. L'agriculture, c'est son monde car, dit-elle, la croissance économique d'un pays est rapide grâce à ces secteurs d'activité. Le climat de l'Afrique permet de produire toutes sortes. Au moins les 80% de l'alimentation mondiale peut être assumée par l'Afrique. Mais malheureusement, rien n'est fait. Selon un rapport du Programme alimentaire mondial, entre 720 et 811 millions de personnes ont souffert de la faim en 2020, soit plus de 10% de la population mondiale. La production agricole, une arme fatale pour lutter contre la famine. Un secteur cependant en souffrance en Afrique, plus particulièrement en Guinée, malgré les potentialités dont dispose le pays, regrette l'entrepreneur agricole. Ce n'est pas les moins personnels qui peuvent développer le secteur agricole. Il faut que l'État pense à mettre des systèmes en place qui vont faciliter l'adhésion des gens à l'agriculture, parce que l'agriculture demande beaucoup de moyens. Les intrants agricoles, l'industrialisation de l'agriculture, l'implication des décideurs, entre autres, choses qu'il faut pour booster le secteur, nous explique Sidiki Kaba, agripreneur. Les tracteurs et avoir aussi l'espace où on doit travailler. Le changement climatique est un autre problème auquel les décideurs sont invités à faire face. Un problème interplanétaire qui a déjà rendu plusieurs zones inutilisables. À présent, une petite virée dans les marchés de Conakry à la rencontre des vendeuses de fruits importés. Constat quelque peu alarmant, ils sont plus chers que nos fruits locaux, difficiles à écouler. Ce n'est donc pas étonnant que les détaillants rencontrent d'énormes difficultés. Rosaline Gotemonemo et Ibrahima Souri 5 sont allés à leur rencontre. Suivez. Ces fruits importés sont entre autres la mandarine, l'orange et la pomme. Le prix d'un caissier de ces fruits varie entre 100 000 et 150 000 francs guinéens selon la qualité et la dimension. Ils s'achètent à prix d'or et cela n'est pas sans conséquence sur les vendeurs qui en tirent difficilement profit. On a vendu ça 3 pour 20 000. Le client il est venu ici. Oh, les choses là, il est cher. J'ai dit, c'est pas nous. C'est là-bas. On a acheté là-bas, on a venu ici pour ça, c'est 500. Quand tu dis aux clients 3 oranges à 20 000, ils nous disent souvent de laisser une orange à 5 000. Pourtant, là où nous prenons ces fruits, on ne nous fait pas de rabais. Des fois, nous perdons même. 3 à 4 jours, c'est le temps que ces fruits peuvent faire à l'air libre. Deux fois, ils pourrissent avec les détaillants, vu qu'ils n'ont pas de moyens de conservation. Cette vendeuse en a été victime.
Au cours de la vente un jour, mes pommes se sont gâtées. J'étais obligée de revendre à bas prix pour récupérer mon argent. En vain. J'ai même eu un déficit de 20 000 francs. Ces vendeuses sont dans le commerce des fruits pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. C'est le cas de cette vieille femme qui s'est retrouvée dans la vente de ses fruits après le décès de son époux il y a 2 ans. Il lui a été dit que le coût est lié à la douane. C'est pourquoi ces vendeuses invitent les autorités à une réduction des frais de dédouanement pour les grossistes. J'invite les autorités à réduire les frais de dédouanement pour que les grossistes réduisent à leur tour pour notre bien. Comme au port, il y a des frais à payer, que les autorités réduisent les coûts pour qu'il y ait rabais là où nous prenons ces pommes. Sinon, nous souffrons. Bien qu'elles soient confrontées à des difficultés dans la vente des fruits importés, ces vendeuses sont toujours déterminées à continuer dans ce commerce, tout en espérant que les jours à venir seront meilleurs. Les bouchers ont repris service ce lundi à Conakry. La grève a été suspendue à la suite d'une entente avec le gouvernement. Selon le président des bouchers, les ministres du budget, du commerce et de l'élevage ont promis de faire respecter les engagements pris lors des négociations. Le point, c'est avec, dans ce reportage de Djenebemba Koulibaly, Mohamed Kapelo Silla. Un terrain d'entente a été finalement trouvé entre les bouchers et le gouvernement guinéen. Rencontré ce mardi par notre rédaction, le président des bouchers de Matoto Koboma dit avoir largement échangé avec le ministre de l'élevage afin de faire face à leur situation. Nous avons pris un engagement suite à la promesse prise par le ministre. Nous allons reprendre nos activités et allons informer nos associés de faire autant. Que chacun attache la ceinture pour reprendre le travail comme convenu. Sur la question, il soutient que si le gouvernement respecte ses engagements, la grève n'aura pas raison d'être. Ils la lèveront définitivement de ce fait. Que Dieu fasse qu'il respecte son engagement, car nous, on appliquera le nôtre. Avant-hier, à 0 heure, nous leur avions promis. Et nous avons concrétisé dès aujourd'hui. Nous n'allons pas mettre en cause notre convention. Et s'il y a non-respect des conclusions... Le secrétaire administratif de la coopérative des bouchers de Matoto Koboma affirme qu'ils ont perdu 56 têtes de bœufs en cours de route, dont 35 à destination de Matoto. Ils invitent cependant les autorités à honorer les engagements pris. Avant ça, on était beaucoup empêchés et ça a beaucoup joué sur nous. Pour un seul marché, on a perdu 56 têtes en 24 heures. La plus grande bête valait jusqu'à 11 500 000. La plus petite bête valait 5 600 000. Les vendeurs de viande ont salué cet accord entre les bouchers et le gouvernement guinéen. Ils doivent pouvoir enfin reprendre le travail. Ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a beaucoup aidé parce qu'ils sont compris ensemble qu'on a qu'à vendre la viande à un prix stable. Tout le monde sont d'accord, la même phrase. La reprise de la vente est effective. Ces vendeurs disent regretter l'interruption momentanée de la fourniture de la viande à la population. Depuis novembre 2020, le centre commercial de la commune urbaine de Kindia est fermé par le régime d'Alpha Condé. Plus tard, les difficultés vont crescendo pour les anciens occupants des boutiques et magasins déguerpis. Aujourd'hui, plus qu'hier, la nécessité de relancer ce centre est vitale, plaide le nouveau président de la Chambre de commerce, Mamadou Sadio Baldé, l'a souligné en marge de sa tournée à l'intérieur du pays. Les images de RTG sont commentées par Mamadou Sadio Baldé. Les occupants du centre commercial de Saint-Louis dans la commune de Kindia n'oublient pas le 11 novembre 2020. En froid avec le régime déchu, l'opérateur économique Saint-Louis a vu son centre fermé et tous les occupants déguerpis. Depuis, c'est l'autorité préfectorale qui assure la sécurité, mais non sans peine. Nous avons pris des dispositifs sécuritaires de mettre une clôture en tôle et mettre une sécurité au niveau de la police. C'est la CMIS et le commissariat central qui se relaient pour faire la sécurité ici nuitamment, pour ne pas que les installations ou les portes qui sont là, et les gens arrivent à les dérober. 1500 boutiques et magasins plus une mosquée sont mis hors service. De par la position géographique du centre, c'est tout le fonctionnement du marché qui se trouve paralysé. Le responsable de la Chambre du commerce préfectoral appelle l'État à sauver des vies.
Manque à gagner, d'abord, si toutefois les commerçants ont un lieu là où exercer leur commerce, c'est là-bas où les gouvernements, non seulement ils vont gagner en matière de taxes professionnelles comme les TPU, les impôts d'État, donc tout ça là, l'État allait gagner. Les commerçants ont profité de la visite du président de la Chambre du commerce pour attirer son attention sur le calvaire des anciens occupants du centre. Que ce soit aujourd'hui la volonté des autorités de Guindra, que ce soit le gouverneur, du préfet, des autorités des forces de sécurité, ils auront du mal à organiser, à maintenir la libération de la ville de Guindra tant que ce centre n'est pas libéré. Je vous remercie. Depuis 2020, les autorités préfectorales fournissent assez d'énergie pour sécuriser un centre qui aurait dû être une source de ravitaillement des caisses de l'État. Le marché reste paralysé à cause de la fermeture du centre. Et puis, depuis l'adoption de la durée de la transition par le CNT à 36 mois, les rencontres se multiplient. Après le G58 et l'ANAD, c'est au tour du CORED de se statuer sur l'actualité politique, la durée de la transition, l'interdiction de manifestations par le CNRD et la réunion prévue par le G58 étaient les points inscrits à l'ordre du jour. Le deuxième vice-président de la coalition est au micro d'Antoinette Dédé Onivogui et Ela Jaliouba. Concernant la durée de la transition fixée par le CNT à 36 mois, la CORED réitère sa position de 30 mois. La CORED recommande vivement la mise en place d'un cadre de dialogue entre les forces vives de la nation et le CNRD, afin d'apaiser le climat qui prévaut actuellement dans notre pays. Le droit de manifestation est un droit inaliénable consacré même à l'article 8 de la Charte de la transition, rédigé par le pouvoir de la transition. À ce niveau, la CORED recommande vivement que le CNRD revienne sur sa décision d'interdiction des manifestations parce que les manifestations font partie de l'animation politique d'un pays. Surtout la Guinée, c'est un pays démocratique, donc nous pensons que le CNRD doit revenir sur cette décision. Dans l'actualité également, les populations impactées du projet du barrage hydroélectrique de Soapeti ont manifesté ce lundi 16 mai 2020 en barricadant les routes à Kolé. Une femme enceinte aurait été tabassée par les gendarmes sur place. Ces manifestants disent avoir perdu tous leurs champs de culture sans dédommagement. À cela s'ajoutent d'autres problèmes qu'ils ne supportent plus. Mariam Fodé Camara décrypte les images d'Alceni Camara. C'est une manifestation qui fait suite à la décision de la population de Tunkirouré, un village relevant de Kolé, dans la préfecture de Télémélé, de défricher une partie des terres pour préparer les travaux champêtres. C'est ainsi, selon les témoignages, que les forces de l'ordre les ont empêchés. À en croire ces manifestants, les agents auraient passé à tabac plusieurs d'entre eux, dont une femme enceinte. Cela fait 7 ans que nous vivions dans la famine. Nous avons décidé de défricher une partie pour préparer les travaux champêtres. C'est ainsi que les gendarmes sont venus empêcher nos jeunes. Nous étions entre femmes. Nous sommes venus trouver 2 gendarmes qui nous ont demandé où nous allons. Le temps pour nous de répondre, ils ont sommé à une d'entre nous, en état de famille, de quitter. C'est ainsi qu'un parmi eux a bastonné la femme enceinte. Le secrétaire général chargé des affaires administratives par intérim de la préfecture de Télémélé a invité les populations de Kolé à faire confiance aux autorités pour la recherche de solutions à leurs problèmes. Nous les demandons de croire aux nouvelles autorités de Télémélé qui travaillent pour rétablir les habitants de Kolé dans leurs droits. Informé, le point focal des maires de la région de Kindia s'est rendu sur les lieux. Younoussa Gourgoul interpelle aussi les dirigeants à rétablir les victimes dans leurs droits. J'attire l'attention des dirigeants. Les citoyens de Kolé sont victimes. Ça, c'est les conséquences de la mauvaise gouvernance d'alors. Maintenant, comme l'administration est une continuité, je lance un appel à ce gouvernement, à la société, de régulariser la situation des citoyens de Télémélé. La population en colère accorde un délai de 10 jours aux autorités pour une réponse satisfaisante à leurs préoccupations.
Justice à présent dans cette édition, je vous l'annonçais dans le sommaire, le garde des Sceaux et les droits de l'homme vient de lancer les audiences criminelles foraines dans la région forestière. Le ministre Moriba Alain Koné, accompagné des autorités régionales et judiciaires, a présidé les activités dans la préfecture de Beila. Au cours de la première étape, 2 détenus ont été condamnés de 3 à 10 ans avec des amendes à payer. Moïse Bitien-Lama pour le compte rendu. C'est la maison des jeunes de Beila qui a servi de cadre à ce lancement des audiences criminelles foraines dans la région des Irékouré. En présence de plusieurs autorités de la région, le juge de paix de Beila s'est réjoui du choix porté à sa juridiction. Le choix porté sur Beila pour le lancement solennel des audiences foraines criminelles en région forestière constitue pour nous un motif réel de fierté, mais surtout de satisfaction. Le représentant de l'ONU Droits de l'homme a réaffirmé pour sa part le soutien du système des Nations Unies au gouvernement guinéen dans la lutte contre les violences basées sur le genre. À Conakry, il n'y a aucun doute, aucune des autorités n'encourage ni ne tolère les violences basées sur le genre. Mais malheureusement, ça se poursuit. Et donc nous sommes venus certainement pour soutenir l'autorité judiciaire, mais aussi pour échanger avec vous. Il faut qu'ensemble, nous fassions reculer ce fléau-là. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux et des Droits de l'homme a invité les magistrats à travailler dans le strict respect du serment. Je reste persuadé que durant ces procès, vous vous évertuerez à ne dire que le droit pour qu'aucun coupable ne s'échappe, mais aussi qu'aucun innocent ne soit condamné. Au terme de ces audiences, chaque citoyen doit se sentir en sécurité et savoir que l'autorité judiciaire est là pour dire le droit toutes les fois que les infractions à la loi pénale sont constatées. Au cours de cette première journée, 2 détenus ont été condamnés à des peines de 3 ans et 10 ans pour coups et blessures involontaires et un quart de viol avec des amendes à payer. Les audiences continuent dans les préfectures de Yomou, Lola et Zérékouré. La crise qui secoue la Fédération guinéenne de basketball perdure toujours malgré l'appel à l'union du ministre Lansana Diallo. Les camps rivaux n'arrivent toujours pas à trouver un terrain d'entente. Pendant ce temps, le championnat national est suspendu. Ce mardi, le camp de Tafsir a fait une sortie pour faire l'état des lieux et porter des graves accusations sur Sakoba Keita et son camp. Djibril Ba, Mamadou Boyiba et Aboubakar Din Kamara pour nous en dire plus. Tout d'abord, les conférenciers sont revenus sur la genèse du problème et les discussions qui ont eu lieu pour approcher les positions sans succès. Pour eux, tout est parti de la violation des statuts de la fédération par Sakoba Keita, président de la Fédération guinéenne de basketball. Loin de faire les éloges du ministre Béa, nous, je ne pourrais pas dire pour les autres, mais dans le dossier basket, il en a fait beaucoup. Il a eu à faire jusqu'ici 3 rencontres avec nous. Et lors de ces rencontres, il a toujours prôné la paix et la réconciliation et la tolérance. Sakoba Keita est aussi accusé de vente de visas destinés à des arbitres et autres acteurs du basketball guinéen à des particuliers. La gestion des fonds donnés par les partenaires et les instances internationales serait aussi opaque. Ces fonds s'élèvent à plusieurs milliards. Parce que quand vous prenez spécialement seulement ce que FIBA met à la disposition de la Guinée, ce n'est pas caché. Vous pouvez vous mettre en contact avec certains membres de la Fédération internationale de basketball africain. Ils vous diront qu'il y a des montants qui sont versés effectivement à la Fédération guinéenne de basketball. Par exemple, cette année, je vous dis, parce que je suis déjà au courant de ça, il y a 70 000 $ qui a été versé pour une première tranche. Et là, il y a 90 000 $ qui a été versé encore. Le camp des maîtres Tafsir est disposé à poursuivre les discussions pour trouver un dénouement à la crise et les fonds perçus devraient être utilisés pour le développement du basketball guinéen, souligne Babila Keita. Aucun sport ne peut se développer sans infrastructure. Ça, c'est un. Ne peut se développer sans formation. Ne peut se développer sans formation des encadreurs. La formation des techniciens, c'est-à-dire les marqueurs et autres.
Pour l'heure, le basketball guinéen, bien que représenté sur le plan international, traverse des difficultés. Le championnat national n'a toujours pas démarré. Nous restons toujours dans le monde du sport. Au Comité national olympique et sportif guinéen, le congrès électif est annoncé pour le 11 juin prochain, même si des demandes de report sont annoncées. Le secrétaire général du bureau sortant est candidat pour le poste de président. Il a dévoilé sa candidature ce matin au cours d'un point de presse tenu dans un réceptif hôtelier de Conakry. Cette candidature est soutenue par plusieurs fédérations sportives selon Mohamed Bapaï Kamara. Je vous invite à le suivre. Il faut fédérer les fédérations, il faut aider les fédérations à s'autofinancer, il faut aider les fédérations à être actives, il faut aider les fédérations à avoir un lieu où ils peuvent se regrouper à tout moment. Nous avons à court terme des projets qui vont amener toutes les fédérations sportives à être en activité. Et à long terme, il faut mettre une maison des fédérations sportives où une fédération n'a pas à se promener dans les sacs à avoir le cachet et la signature du président, mais qu'il ait un bureau où ils peuvent se retrouver et décider quelque chose pour l'avenir des sportifs de leur discipline. Moi, je dis, on a un projet sur 4 ans qui va aider le sport guinéen à retrouver vraiment sa place. Place à la rubrique Notre angle. Comme je vous l'annonçais dans le sommaire, et notre grand angle de ce soir, nous vous emmenons à la découverte du damté. C'est le nom du site d'extraction de sel, un ingrédient essentiel dans la cuisine pour donner un goût salé à nos mets. Comment obtient-on cet élément? Quelles sont les difficultés auxquelles les hommes et femmes qui exercent ce métier font face? Nos reporters Aminata Massire Bangoura et Ibrahima Souri 5 Soman se sont rendus sur ce site pour voir leurs conditions de travail. Voici donc leur reportage grand format. Le sel, un ingrédient indispensable dans l'alimentation. Certains se sont tellement habitués qu'ils ne peuvent plus s'en passer. Mais comment cette substance à d'énormes vertus est-elle obtenue en Guinée? Pour obtenir une réponse, nous nous rendons sur ce site communément appelé Damté. Une zone située à des kilomètres de l'université de Sonfonia. Mais attention, l'accès n'est pas chose aisée. Nous ne sommes pas les seuls à souffrir. Les habitués de ce calvaire, ce sont les vendeurs et acheteurs de sel. Après des heures pour la traverser, nous voici enfin sur le site Damté, où le sel est extrait. Mais alors, comment obtient-on du sel ici? D'abord, ces femmes et hommes ont besoin du sable, de l'eau salée, des fagots de bois et quelques ustensiles traditionnels. Ils vont devoir chercher du sable aux alentours de ce site et l'eau de mer pour filtrer à l'aide de cet outil traditionnel. Nous cherchons du sable et des bois que nous allons fabriquer ensuite pour obtenir le sel. Nous prenons cette eau purement salée issue du sable et de l'eau salée. Nous faisons bouillir à nouveau dans ces ustensiles pour obtenir enfin le sel consommable. Après quelques heures de cuisson, on peut déjà voir la solution du sable et l'eau de mer salée. Si vous croyez que ce résultat est facilement atteint, là, vous vous trompez sur toute la ligne, car les concernés traversent un véritable calvaire. Des heures, toute une journée et toute une nuit de travail, parfois
et la quantité à obtenir laisse à désirer. Nous souffrons énormément ici. Nous passons toute la journée pour trouver des fagots de bois. L'endroit est tellement loin que ça nous épuise. Obtenu cher, vendu moins. À ces difficultés s'ajoutent les tracasseries avec les clients. Le sel que nous préparions pendant une semaine nous rapporte peu d'intérêt. Même si nous devons gagner 500 000, le tout n'atteindra pas. L'autre difficulté pour eux, c'est la saison pluvieuse. Dès que les premières pluies commencent à tomber, ils sont obligés de tout arrêter et de vaquer à d'autres activités pour joindre les deux bouts, vu les conditions de travail. Et dans les marchés, les femmes préfèrent le sel de mer à cause de son goût différent selon les consommateurs à celui importé. Les souffrances sont plus que les bénéfices. Nous le faisons juste pour ne pas rester à la merci des gens. À la recherche des moyens financiers, de nombreux citoyens, dont la plupart sont de la communauté Soussou, viennent s'installer sur ce site durant des mois pour préparer le sel. C'est le cas de Fodé Ibrahima Silla. Il vit ici avec toute sa famille depuis plus de 4 mois. Pour trouver de l'eau à boire, ils sont obligés d'aller jusqu'en ville et pour le reste des besoins, ils se contentent de cette eau salée irriguée. Ils vivent dans des conditions assez difficiles, mais ne perdent pas espoir. J'étais là pour un besoin, mais aujourd'hui, Dieu merci, j'ai quelques bénéfices. Sur ce site, nous avons également rencontré Mamadou Bayatara, qui exerce ce métier depuis plus de 20 ans. Chose qu'il a héritée de son père, tout comme les autres, il s'adonne aussi à fond, malgré les risques et difficultés pour subvenir à ses besoins. J'ai amené mes enfants pour les études. Leur avenir est préparé à partir de là. Mon papa nous a acheté 3 terrains grâce à la vente du sel. Ceci étant un moyen pour eux de gagner leur vie, ces femmes et hommes plaident pour une amélioration des conditions de travail. Les sels n'ont pas de prix. Les équipements ne durent pas aussi. La souffrance est énorme. Nous gagnons peu d'intérêt. Si les autorités pouvaient nous aider à avoir les machines, ça sera mieux. Le sel qui est préparé sur ce site se retrouve dans presque tous les marchés de la capitale. Et le constat révèle que de nombreux citoyens en consomment à l'excès, ce qui peut provoquer le développement de nombreuses maladies, soutient ce médecin. Alors, les risques pour la santé, ce sont les maladies cardiovasculaires. Par rapport aux femmes en état de famille, le risque, c'est des complications qui vont entraîner une hypertension artérielle, une prise de poids, mais également un œdème des membres inférieurs. En dépit de toutes les maladies qu'il peut provoquer, il faut rappeler que le sel regorge de nombreuses vertus. Un reportage à grand format signé Aminata Massiri Bangora, Ibrahima Souri Sengsouma et Yacouba Traoré. À présent, voici la rubrique Public Reportage. Le
ministère de la Santé, à travers le programme national de lutte contre le paludisme et ses partenaires, ont organisé un point de presse dans l'enceinte de la maison régionale des jeunes de Mamou ce lundi 16 mai. Devant les hommes de médias, les initiateurs sont revenus sur les acquis et perspectives enregistrées dans le cadre de la lutte contre le paludisme, dont le lancement officiel de la campagne des distributions est prévu ce mardi 17 mai dans la ville Carrefour. Et justement, le lancement du week-end dernier de la 7e édition du prix Orange de l'entrepreneuriat social à l'Institut supérieur des technologies de Mamou, les étudiants de cet établissement ont été outillés sur la nécessité du montage de projets et candidater dans cette édition tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies. Et pour terminer cette rubrique, le secteur de Doubel, relevant de la sous-préfecture de Poredaka, préfecture de Mamou, a refoulé du monde vendredi dernier. C'était donc à l'occasion de l'inauguration de la grande mosquée et une école primaire, toutes les deux rénovées et 3 forages. C'est un geste des ressortissants et résidents de cette localité dont le coût des travaux s'élève à plus de 4 milliards de francs guinéens. Outre les autorités locales, des missions venues de Conakry et d'ailleurs ont assisté à cette cérémonie. Ces séries de publi-reportages sont commentées par Abdoulaye Diallo et Kiara Madoubari. C'est un prélude au lancement de la campagne nationale de distribution gratuite des moustiquaires MILDA prévue ce mardi 17 mai 2022 à Mamou que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers le programme national de lutte contre le paludisme et ses partenaires, a organisé un point de presse pour annoncer les nouvelles dispositions prises. D'entrée, le coordinateur du programme national de lutte contre le paludisme a rassuré à la population quant à la sécurisation des MILDA. Le dénombrement pour cette année a cohabité avec la vaccination. Ça a bien marché, on a mutualisé. Voilà les particularités et surtout la responsabilisation de toutes les communautés dans le cadre 1 de l'utilisation pendant la distribution de leur tiroir pour avoir une couverture géographique, de leur responsabilisation sur la sécurisation des moustiquaires qui sont remises à leur niveau pour éviter des gaps, des vols. Pour sa part, la représentante résidente de Catholic Relief Service, CRS, a réitéré son accompagnement au gouvernement guinéen dans le cadre de la lutte contre le paludisme par la digitalisation. Nous intervenons dans 5 régions du pays, Mamou, Kidal, Corée, et Farana. Donc, dans le cadre du lancement de la campagne cette année qui se fait à Mamou, donc une de nos zones d'intervention, nous sommes vraiment fiers d'accompagner le ministère de la Santé et le PNLP à travers la digitalisation. Cette digitalisation a permis aux différents partenaires techniques et financiers d'accroître leurs cibles en termes de couverture. C'est ce que nous fait savoir Dr Mohamed Keita, chef adjoint du projet Stop Palu Plus. Avant, si vous êtes dans des zones minières, par exemple comme Gawal, vous savez tous qu'il y a la ruée vers l'or à Gawal, vous devriez vous attendre à quelque chose de 15 jours de dénombrement au lieu de 12 prévus dans le plan de mise en œuvre. Mais j'avoue qu'on a pu couvrir dans le délai les 12 jours et plus de ménages qui étaient attendus. Et cela a été possible parce que la digitalisation vous permet de prendre moins de temps dans les ménages parce que vous n'avez pas beaucoup de paperasse à remplir. Et aussi en termes de coûts, ça réduit le coût lié à la production des outils. C'est dans cette salle somptueuse de l'Institut supérieur de technologie de la ville Carrefour que les travaux de la 7e édition du prix Orange de l'entrepreneur social guinéen ont été lancés par l'équipe chargée de cette opération en présence des autorités et étudiants du Institut. Objectif, inviter les initiateurs et porteurs de projets d'entrepreneuriat social à postuler. Le concours, c'est d'abord postuler à travers un lien que nous avons tout de suite affiché. C'est le poesan.org. Alors, vous allez sur la page officielle de Orange Guinée, vous allez trouver l'ensemble des éléments qui concourent pour pouvoir postuler ou candidater à cette 7e édition. Nous avons choisi Mamou et précisément l'Institut supérieur des nouvelles technologies. Cela s'explique du fait que c'est ici la branche technique. Nous avons tous les constituants pour que Mamou soit au cœur de Orange Guinée. C'est pourquoi même nous avons intitulé notre voyage Orange au cœur des universités. Dans ce concours, des critères d'éligibilité sont définis
et 5 prix sont à rafler. Donc il faut avoir minimum 22 ans pour pouvoir postuler, avoir un projet qui répond aux critères du numérique, donc un projet innovant. Il faut être une entreprise qui a une existence non supérieure à 2 ans. Le premier pourra avoir un accompagnement financier à hauteur de 60 millions, plus un MacBook Pro. Le deuxième aura 40 millions plus un MacBook Air. Le troisième, 30 millions. Le prix féminin qui vise à faciliter la vie des femmes. Le lancement de ce vaste programme de Orange Guinée dans cette institution de technologie a réconforté autorités et étudiants. Nous avons l'espoir et l'engouement de remporter ces prix parce que déjà on a des brevets. Les jeunes ont besoin d'accompagnement. Nous, notre travail, c'est de les accompagner et de les mettre en confiance. S'il y a des choses à faire, nous le ferons. Voilà, c'est un souhait que nous ayons tous ces prix-là. 7e en Guinée et 12e à l'international, les différents candidats peuvent postuler jusqu'au 27 de ce mois au compte de cette édition du prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et à Moyen-Orient. C'est une foule immense venue de tous les horizons qui a rallié le secteur de Doubel dans la sous-préfecture de Poré-Daka, préfecture de Mamou, pour assister à l'inauguration de la grande mosquée de cette localité. Financée sur fonds propres des ressortissants et résidents de la localité, le coût de réalisation des travaux s'élève à près de 4 milliards de francs guinéens. Ce bijou que les ressortissants et résidents viennent d'offrir au secteur de Doubel suscitera certes d'autres bonnes volontés à suivre ce bel exemple en vue de croître les lieux de culte. Une partie de ce montant a également servi à la reconstruction des infrastructures scolaires et sanitaires et la réalisation de 3 forages. Très satisfait lors de la réception des dites infrastructures, le gouverneur de Mamou dira: contribuer, mobiliser les moyens, se sacrifier pour encore donner de nouveaux visages à notre mosquée, où on va continuer à prier pour la paix. C'est l'occasion solennelle à ne pas manquer et on vous doit le remerciement. Une forte délégation gouvernementale et des représentants du monde islamique en Guinée ont participé à la remise des clés. À cette occasion, le secrétaire général adjoint de la Ligue islamique nationale s'est réjoui du climat de paix, d'unité et de cohésion sociale qui règne dans cette localité. Nous demandons à tout le monde d'emboîter les pas des ressortissants de Doubel pour essayer de faire la participation citoyenne, pour essayer d'arriver au bout de certains problèmes liés à la société. Ensuite, de chercher à raffermir les liens de solidarité et d'entraide entre tous les fils du terroir. C'est après toutes ces interventions que l'honneur reviendra à El Haj Ibrahima Ousmane Ba, secrétaire général adjoint de la Ligue islamique nationale, de diriger la grande prière du vendredi saint. Des bénédictions ont été également formulées pour le renforcement du tissu social entre les fils du pays. Ce journal a été coordonné par Mamadou Kalissou et dirigé à la régie par Lamine Sidibé. Merci à tous de l'avoir suivi et bon suite de programme sur Espace TV.